Merci beaucoup à tous d'être présents aujourd'hui pour la première édition de notre conférence infrastructure. C'est une nouvelle thématique qu'on a lancée cette année au vu des enjeux de l'actualité et du dynamisme de cette classe d'actifs. On aura 2 panels qui vont se succéder sans pause ce matin. Une première table ronde dans laquelle on va plutôt s'intéresser à la dynamique d'investissement, donc en fait à la mécanique des deals sur les nouveaux territoires d'investissement de l'infrastructure. Et puis dans une seconde table ronde, on s'intéressera plus particulièrement au fundraising pour le coup de l'ensemble de la classe d'actifs, infrastructure, nouveaux territoires et verticale, je dirais, plus classique de l'infra. Je vous propose donc qu'on donne le coup d'envoi formellement en accueillant les speakers de la première table ronde que j'invite à me rejoindre sur scène. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors comme je le disais, on va s'intéresser à ces nouveaux territoires d'investissement. Ça va nécessiter une petite définition pour savoir qu'est-ce qu'on regroupe sur ce chapeau. Mais grosso modo, on va aller des data centers aux métaux critiques, aux infrastructures numériques au sens large, aux infrastructures de connectivité et de stockage. Évidemment, dans le cours de cette discussion, on mettra la focale sur les impératifs de souveraineté numérique et énergétique à laquelle les fonds d'infrastructure permettent de répondre à travers ces investissements. On aura donc l'occasion de croiser le regard de 2 sociétés de gestion avec vous, Virginie Bourrel. Vous êtes Senior Member of Management et responsable du bureau de Paris chez Partners Group. Merci beaucoup d'être avec nous. À vos côtés, Nicolas Mallet. Vous êtes partenaire au sein de la franchise NextGen chez Antin Infrastructure Partner. Et puis on recueillera aussi les témoignages de 2 experts et conseils. Mathieu Jenkins à mes côtés, vous êtes associé en M&A et Transaction Services chez Deloitte. Et Florent Mazeron, vous êtes associé en Corporate M&A Private Equity au sein de Linklaters. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ces nouveaux territoires d'investissement pour lesquels on a intitulé cette table ronde? Je vous propose, Virginie, de vous lancer pour vous essayer à une définition. La question en fait sous-jacente étant de savoir si ces nouveaux champs d'investissement pour les fonds infra, ils s'inscrivent toujours dans la classification traditionnelle de ce qu'était jusqu'à présent peut-être un actif infra pur. Merci beaucoup Emmanuel. Alors, nouveau territoire, je pense qu'on peut commencer, vous disiez tout à l'heure, par une définition de l'infrastructure. Je pense que c'est clair pour tout le monde que nos actifs traditionnels, si on peut mettre nouveau et traditionnel, séparer les deux, les actifs traditionnels infrastructure, ponts, aéroports, tout ce qui concerne les transports, les routes, etc., sont toujours des actifs infrastructures et ont une définition commune qui est de servir le besoin des populations. Et je pense que c'est plutôt une évolution structurelle des besoins qui fait qu'il y a en effet des nouveaux territoires dans les infrastructures, des nouveaux territoires, des nouvelles opportunités d'investissement. C'est important de se dire qu'il faut qu'on ait bien toujours cette définition propre à l'infra. Je pense qu'on y reviendra les uns et les autres tout à l'heure. Mais peut-être 3 évolutions majeures qui font que les besoins des populations ont évolué. La première, c'est bien sûr l'adoption du haut débit, le développement du cloud, le développement de l'IA, fait que par définition, on ne parlait pas de sujet data center, si on jump tout de suite sur ce sujet, il y a 15 ans, et qu'on en parle aujourd'hui. Donc pour moi, c'est plutôt des changements structurels de consommation des populations qui font qu'il y a de nouveaux territoires sur l'infrastructure. Maintenant, sur ces sujets-là, il y a ces nouveaux territoires, ils commencent à être explorés, mais il reste encore plein de choses à faire. Si on prend le sujet des data centers, je pense qu'il y a à peu près 50% de la capacité, on va dire, de stockage de données qui est logée aux États-Unis pour une population qui est à peu près 5-6% du monde. Donc les besoins, ils sont partout et ils vont encore se développer. Je ne sais pas si on peut considérer que c'est un nouveau territoire, on reviendra sur d'autres secteurs à côté, mais je pense que l'approche, si je peux vous dire un mot sur l'approche de Partners Group sur ce sujet, c'est qu'on va regarder ces tendances structurelles sur les 10 prochaines années et se dire finalement quels vont être les besoins, non pas nous à notre horizon d'investissement, mais les besoins long terme qui vont devoir générer, pour plein de raisons aussi de nos États
qui peut-être doivent être relayés par des nouveaux modes de financement sur les besoins essentiels des populations. Et donc là, notre approche chez Partners Group, c'est de se regarder à 10 ans ces besoins et de définir les secteurs dans lesquels on sait qu'il va falloir intervenir en tant que fonds dédié aux infrastructures, et ensuite d'avoir des équipes qui vont être spécialisées sur ces thématiques, afin vraiment de développer une expertise. Parce que quand on parle de data center, ça paraît le stockage de données, mais il y a, je pense, une très forte connectivité entre le digital et les sujets plus renouvelables aussi, puisque idéalement, on crée des data centers, mais les nouveaux data centers sont aussi plus efficaces et plus green que ce qu'on faisait il y a quelques années. Donc on voit, Virginie, dans ce que vous dites, qu'on va l'appeler l'IA au sens large, donc tous ces besoins en data, l'IA, le cloud, la data, et tout ça en fait, c'est ce que vous disiez quand vous parliez des renouvelables, c'est finalement cette convergence entre le numérique et puis la transition énergétique, en tout cas les besoins d'énergie. On sait ces data centers ultra énergivores, et donc c'est vrai qu'aujourd'hui vous avez le sentiment que dans votre approche d'investissement que vous décriviez, finalement c'est moins siloté, pour dire un très joli mot, les actifs ont plus de ponts les uns avec les autres. Tout à fait. Ils ont plus de ponts et du coup, vous avez besoin d'une expertise, j'ai envie de dire, qui est plus double, holistique. en fait. Ouais, exactement, plus holistique. Il y a vraiment de plus en plus de ponts entre les différents secteurs des infras. Alors, Nicolas Mallet, comment est-ce que vous abordez cette thématique chez Antin ? On connaît tous, je pense, dans la salle, votre fameux infratest à laquelle vous passez à la moulinette vos cibles d'investissement. On sait aussi que Antin a été une société pionnière, je dirais, dans la manière dont vous avez fait bouger les lignes et les frontières entre ce qui était du pur buy-out et du pur infra il y a quelques années. Où est-ce que vous placez maintenant le curseur sur cette notion de next generation dans vos infras ? Je pense que c'est une très bonne question, mais finalement, quand vous regardez un petit peu l'évolution du marché, alors sans remonter à la préhistoire, mais sur les 20 dernières années, en fait, il y a toujours eu des évolutions dans la définition de la classe d'actifs qui est l'infrastructure. Donc, clairement, aujourd'hui, on est à un moment donné où on se pose des questions sur les data centers HPC, sur l'IA, on va y revenir, sur les métaux critiques, sur les gigafactories, sur la transition énergétique de manière plus générale, sur les biofuels, le SAF, l'EV charging. Enfin, il y a toutes ces thématiques, je pense qu'on va aborder un petit peu plus en détail aujourd'hui. Mais finalement, ça n'a rien de nouveau, en quelque sorte, si je peux me permettre, parce qu'il y a 20 ans, en fait, on considérait l'infra d'une manière... La définition était assez restrictive. L'infra, il y a 20 ans, si je caricature, c'était des PPP, des renouvelables, des ports et des aéroports. Bon. Et finalement, de l'énergie du transport. Progressivement, il y a certaines sociétés de gestion, dont la nôtre, qui se sont rendues confortables avec d'abord les télécoms, parce que bon, il y a encore 20 ans, il y a pas mal de managers qui avaient du mal à associer le risque technologique perçu des télécoms avec le besoin de visibilité à long terme de l'infrastructure, et on va revenir sur l'infratest. Et finalement, aujourd'hui, quand vous regardez les tours télécoms, les actifs de fibre optique, bon, après, dans certaines géographies, la fibre a quelques soucis en ce moment, mais globalement, c'est des actifs qui sont aujourd'hui considérés quasiment comme de l'infra. Oui, pas quasiment, mais comme de l'infracore. Pareil pour les cliniques, enfin les infras sociales en général. Quand Antin, on a commencé à faire du social il y a quasiment 15 ans, il y a beaucoup de gens qui se demandaient ce qu'on faisait, parce qu'ils se disaient, finalement, les cliniques, les labos, c'est du LBO, c'est du private equity classique, c'est pas de l'infra. Et finalement, alors bon, je pense que personne ici ne regrette le Covid, mais s'il y a une chose qui est sortie de positive pour l'infrastructure sociale du Covid, c'est qu'on s'est rendu compte que quand vous n'avez pas assez de lits, pas assez de labos, dans certaines conditions, un pays s'arrête. Donc aujourd'hui, bon, encore une fois, il y a encore des managers qui font du social et d'autres qui n'en font pas, mais clairement, c'est des caractéristiques infrastructures qui sont aujourd'hui établies. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que finalement, ce cheminement, il est constant. C'est mouvant, oui, ça a été c'est constamment mouvant. Et aujourd'hui, il y a des nouveaux sous-secteurs qui arrivent. Donc, on les batteries, le stockage d'énergie, les biofuels, les gigafactories, les data centers HPC, qui sont finalement une variation des data centers, qui, eux, sont une classe d'actifs qui est assez connue, assez établie, qui, d'ailleurs, en fonction des business models, se trouve quelque part entre l'infra et même l'immobilier. Enfin, on peut y revenir aussi. Donc, tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que, finalement, c'est très nouveau, mais finalement, ça ne l'est pas. Vous êtes en train de me casser la baraque, en fait, là. Pas du tout. Mais la manière... Enfin, ce que je veux dire, c'est que la manière dont nous, on l'envisage, c'est toujours de la même manière.
on prend donc ce fameux infratest. Alors rappelez-nous les critères, grosso modo. Qu'est-ce que vous regardez? Vous allez être déçus parce que finalement, quand on le regarde comme ça semble assez classique. Mais c'est notre boussole depuis quasiment 20 ans. Et les 3 critères principaux, c'est service essentiel, forte barrière à l'entrée et visibilité des cash flows, résilience des cash flows. Et finalement, et on va y revenir en détail, je pense, dans les autres questions, mais il y a beaucoup aujourd'hui de secteurs qui pourraient prétendre à être des nouvelles frontières pour l'infrastructure. Et quand vous les regardez de loin, ça semble matcher, parce que c'est des gros actifs industriels, il y a beaucoup de capex, c'est des gros actifs bien lourds, mais finalement, ce qui est plus important que le caractère asset heavy, c'est vraiment ces critères-là, parce que vous pouvez avoir beaucoup d'actifs où finalement il y a besoin d'investir, il y a besoin de dépenser des capex, mais si le business model infra derrière n'est pas là, la visibilité, la résilience et barrières à l'entrée, c'est pas de l'infra. Et il ne faut pas confondre actifs, gros investissements et infrastructures. Alors du coup, ce qu'on comprend, c'est que finalement, votre discipline d'investissement, elle reste toujours très ancrée sur cet infratexte. Et pour rester sur le sujet du data center, est-ce que vous en avez regardé? Est-ce que vous en ferez? Est-ce que ça rentre dans votre grille d'analyse ou pas du tout? Ou ça dépend? Alors, ça dépend. Je pense que c'est ça la réponse, ça dépend. Alors, est-ce qu'on en a fait? Oui, on en a fait. On en a fait moins que d'autres. On a investi au UK dans une société qui s'appelle Pulsant, qui fait des data centers plutôt régionaux, avec un business model assez classique, colocation, pas vraiment d'hyperscaler, mais on va dire colocation locale sur des clients régionaux. On en a aussi dans nos actifs de fibre, qui sont des plus petits data centers, qui sont proposés en service annexe à nos clients, plus sur la connectivité. Mais sinon, oui, on a regardé des data centers plus classiques. Que ce soit, alors on a regardé des choses de colocation / hyperscaler. On a regardé plus récemment des data centers HPC, donc focus sur l'intelligence artificielle. Les quelques questions qu'on se pose encore sur le secteur, en fait, si vous voulez, on prend vraiment l'infratest. Donc on va regarder service essentiel, oui, sans doute, ça va être assez facile à caractériser. Barrière à l'entrée, bon, c'est là où le jury est encore en train de délibérer, j'imagine, parce que déjà il y a plusieurs modèles. En fait, il y a eu beaucoup d'effets d'annonce dans ce secteur-là. Une des questions qu'on continue de se poser, c'est quand vous avez des investissements fléchés de plusieurs dizaines de milliards, est-ce que finalement avec un fonds qui peut faire des tickets en fonction des fonds, nous nos tickets dans le next-gen ça va être 50 à 200, dans le mid-cap 100 à 300, et dans le flagship 500 millions, 1 milliard plus. Donc là ça commence à être un peu sérieux, mais même dans le mid-cap, on regarde certaines opportunités plutôt mid-cap. Est-ce qu'aujourd'hui, dans l'IA, dans les data centers IA, vous pouvez être pertinent avec un investissement de 200-300 millions d'euros? Ou est-ce que finalement vous allez être marginalisé parce que ça va être un raz-de-marée de gros sites de plusieurs dizaines de mégawatts dédiés aux hyperscalers? C'est la question. Est-ce qu'il y a une place pour le edge? Moi, je pense qu'il y a une place pour le edge, même en IA. Mais c'est là où les barrières à l'entrée, finalement, sont encore assez peut-être plus ténues que dans le DC classique. Nous, on voit beaucoup de dossiers qui arrivent, qui sont des petites équipes, qui montent des data centers, notamment dans les pays nordiques, où finalement, c'est quasiment du modulaire. Vous créez en quelques mois, ou un an ou deux, des data centers beaucoup moins sophistiqués que du gros tier 3 de 50 MW. Et finalement, vous mettez vos GPU, vous signez des contrats à 5 ans, les GPU, au bout de 5 ans, ils valent 0. Et finalement, qu'est-ce que vous avez au bout de 5 ans? Vous avez peut-être un actif qui marche bien pendant 5 ans, mais est-ce que vous avez vraiment une infrastructure pérenne. Au-delà du training des modèles? Bon, peut-être qu'on rentre un peu trop dans les détails, mais tout ça pour dire que oui, il y a clairement, il y a plusieurs business models dans les data centers. Les business models les plus traditionnels sont quasiment aujourd'hui de l'infracore, voire de l'immobilier. Et la question qu'on se pose aujourd'hui avec la nouvelle frontière, notamment de l'IA, c'est quel est vraiment le modèle. Alors, il n'y aura pas forcément un modèle gagnant, mais quels sont les différents modèles? Comment est-ce qu'on peut vraiment définir les standardiser? Et quel est le modèle le plus pertinent pour nous? Merci beaucoup, Nicolas. Alors, je me retourne vers vous, Florent, parce que vous accompagnez un grand nombre de fonds d'infrastructure dans des sujets très divers, des tailles aussi très diverses. Si vous deviez synthétiser, analyser les défis que posent ces nouveaux territoires, ou en tout cas les questions que pose aussi Nicolas, comment ça se traduit dans les défis qu'il faut affronter? Alors, c'est évidemment une question difficile parce que, comme l'a rappelé Nicolas, c'est très hétéroclite. Il y a beaucoup en réalité de secteurs concernés. Pardon, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Voilà. Mais je pense qu'on peut retenir probablement 3 enjeux majeurs.
le contractuel, les services et les partenariats avec des acteurs plus industriels ou stratégiques. Alors sur le contractuel, et ça on le voit beaucoup dans les data centers, aujourd'hui les enjeux de contrat entre l'infrastructure et ses clients sont devenus totalement clés. Ça existait dans plein d'autres infrastructures, mais c'est presque un élément de l'infrastructure elle-même. C'est-à-dire que vous prenez un data center avec des très grosses capacités, les contrats avec les hyperscalers, c'est absolument clé. Si vous ne l'avez pas, la plupart du temps, c'est comme si vous n'aviez pas l'infrastructure en réalité. Et donc ces contrats qui sont des contrats qui empruntent beaucoup plus à la négociation type contrat privé, qui ne sont pas du tout des contrats avec des entités publiques, sont une grille d'analyse nécessaire dans la revue de l'opportunité d'investissement. Et ça, c'est peut-être une forme un peu nouvelle d'approcher les actifs. Alors, les services, et Nicolas l'a aussi rappelé, il va y avoir une question de quel est le business model pertinent et à quel point on pousse la thèse des services attachés au data center, voire pour certains acteurs, à quel point on investit uniquement dans des opportunités de services au data center, même pas dans les data centers eux-mêmes. Et les services, ça va amener des questions ou des complexités additionnelles. Vous prenez le cas d'un data center classique. En réalité, on n'est pas très très loin de l'IMO. Du reste, pendant longtemps, ça a été des fonds IMO qui investissaient dans les data centers. Donc, vous détenez les murs, vous avez zéro problème de collecte de données. Dans les data centers de nouvelle génération, on va intégrer l'intelligence artificielle dans le data center lui-même. On va collecter de la donnée et là, on va rentrer dans un autre monde du point de vue juridique. C'est-à-dire qu'on va être collecteur de données, gestionnaire de données, et il y a tout plein de réglementations qui s'appliquent à vous. De la même manière, et toujours pour reprendre l'exemple des data centers qui est probablement le plus parlant, vous avez tout un tas de services qui vont se développer autour des data centers, l'énergie décarbonée, les circuits de refroidissement, l'analyse des données, la gestion des flux. Et ça va poser également des problèmes de complexité juridique quand il va y avoir, par exemple, des pannes de data center. C'est-à-dire que qui va être responsable ? Et c'est un point qui est d'autant plus important que la plupart du temps, sur les plus gros data centers, vos clients, c'est les hyperscalers. Et les hyperscalers, ils ont largement les moyens de bien négocier leur contrat à l'entrée. Donc vous n'allez pas leur pousser toute la responsabilité. Et puis enfin, dernier élément qu'on voit beaucoup se développer depuis quelques années, c'est les partenariats fonds et industriels. Alors, on l'a vu dans les batteries pour ferries, on l'a vu dans les data centers, il y a plein d'autres secteurs qui vont être concernés. Ces partenariats, qui sont souvent à l'initiative du reste des industriels eux-mêmes, parce qu'il y a trop de capex à déployer et qu'ils ne peuvent pas le faire, amènent des complexités en termes de gestion des conflits d'intérêts, possibilité de sortie pour les fonds infra, à quel horizon, selon quelles conditions, et gestion sur les nouvelles opportunités. C'est-à-dire si vous investissez par exemple avec un industriel dans un secteur donné et que d'autres opportunités se présentent d'investissement, est-ce que vous devez le faire au travers de cette plateforme ? Est-ce que vous pouvez le faire tout seul ? Est-ce que vous pouvez le faire au travers d'un autre fonds ? Tout ça, c'est des questions complexes que vous n'abordiez pas quand vous étiez conseil d'un fonds qui achetait un actif, ou en tout cas beaucoup moins. Alors, ce n'est pas une problématique qui est entièrement nouvelle. Ça existait dans les réseaux de fibres, on s'est posé ces questions. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans les nouveaux domaines, c'est une problématique plus importante parce que les actifs sont beaucoup plus fragmentés. C'est-à-dire qu'avant, quand vous aviez un réseau de fibres, vous pouviez vous poser la question de savoir mais qu'est-ce qui se passe s'il y a d'autres opportunités d'investissement dans les réseaux de fibres, mais généralement, ils ne sont pas au même endroit. Donc, c'est moins un problème. Les data centers, c'est encore très fragmenté. Donc, il va y avoir beaucoup de questions autour de est-ce que vous êtes exclusif, pas exclusif, comment vous sortez, comment vous pouvez continuer vos investissements. Donc on voit dans ce que vous venez de dire, il y a toute cette notion d'immatériel qu'on connecte pas forcément entre guillemets à la base avec la notion traditionnelle de l'infra. Dans la phrase précédente, vous venez de prononcer le mot capex, donc c'est aussi très capex intensive. Vous avez parlé de tous ces services qui sont finalement du soft à côté d'actifs hyper lourds. Donc on voit quand même que la grille d'analyse, elle est un peu chamboulée. Il y a ces nouveaux éléments-là, ils viennent challenger quand même, Florent, la grille d'analyse de vos clients quand il s'agit pour vous ensuite de traduire tout ça dans un contrat. C'est particulièrement vrai, mais je pense que ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que ça va même challenger la grille des acteurs. C'est-à-dire que sur les data centers, et notamment les plus petits ou les plus ouverts aux services, vous allez avoir des fonds qui ne sont pas des fonds infra qui vont garder. Donc il y a déjà cette porosité existe. Il y a tout plein d'actifs pour lesquels on a des acteurs infra et des acteurs non infra qui regardent les mêmes actifs. Mais dans ces secteurs, et particulièrement ceux qui seront le plus exposés aux services, il va y avoir une concurrence entre les acteurs infra et les acteurs non infra.
On fera réagir après Nicolas et Virginie sur ces aspects-là, mais je voulais vous passer la parole, Mathieu. Et on a évidemment beaucoup parlé de data center depuis le début de cette conversation, mais comme on l'a dit, les champs, le terrain de jeu, il est en fait beaucoup plus ouvert que ça. Jusqu'où vous pensez qu'on peut pousser la logique de l'infra? Où est-ce que c'est les limites dans ces nouveaux territoires, à votre avis, si on fait un peu de prospectif? Emmanuel, je pense que la bonne nouvelle, c'est qu'il ne manque pas d'opportunités. Comme disait Nicolas tout à l'heure, on a déjà vu il y a 10 ans des fonds qui cherchaient en fait à avoir un retour qui était supérieur et donc investi dans des secteurs comme les écoles, les crèches, les maisons de retraite, par exemple. Ça, c'est dans un contexte d'intérêt, quand les taux d'intérêt étaient plus bas. Donc aujourd'hui, dans un contexte avec des intérêts plus élevés et ces grands thèmes de décarbonisation et de digitalisation, quels sont les secteurs aujourd'hui qu'on peut penser qui vont être les drivers de demain? Si on reste sur le sujet de décarbonisation et la transition énergétique, il y a forcément beaucoup de débats en ce moment sur la filière hydrogène. Nous avons des experts, des économistes chez Deloitte qui suivent tous les projets hydrogène au niveau européen avec les annonces, les progrès des projets. Bon, ce qu'on constate, c'est que 2024, il y a une progression, malgré le fait qu'il y a des grands projets qui ont été annulés, voire décalés. Ça reste une filière où, en fait, aujourd'hui, compte tenu des niveaux de coûts, il y a besoin d'un soutien politique et réglementaire. Malgré ça, on a du mal à penser qu'on va faire la transition énergétique sans la filière hydrogène. Donc je pense qu'il y a un certain niveau d'attentisme aujourd'hui, mais je pense que ça va venir. De la même manière, je pense qu'on peut envisager que dans la capture et stockage de carbone, de gaz de serre, on peut envisager que les fonds vont aider les entreprises dans la stratégie de ESG dans un secteur qui a quand même fort besoin d'investissement. Après, c'est vrai qu'il y a un cadre réglementaire qui est difficile, avec des défis technologiques qui sont importants. Malgré ça, on voit aujourd'hui quand même des premiers projets qui commencent à émerger. Par exemple, dans la mer du Nord, on voit des projets de stockage dans les formations géologiques avec des transports de gaz en bateau. Les projets comme Total, Northern Lights et les entreprises comme Air Liquide qui font beaucoup d'investissements dans la technologie pour la capture de carbone. Donc je pense que là, c'est un secteur qui, on va voir très bientôt des projets concrets à investir. Si on reste sur aussi ce thème de décarbonisation, et Nicolas a mentionné tout à l'heure du SAF, il y a sur le secteur d'aviation, il y a un défi mondial pour décarboniser ce secteur. Je ne suis pas sûr qu'à très court terme, on va trouver une solution technologique, mais à court et moyen terme, probablement la seule solution actuellement, c'est des carburants durables, c'est-à-dire du SAF. Sauf qu'aujourd'hui, je pense qu'en termes de capacité de production, on a 0,5% de capacité pour les besoins qu'on a pour ce secteur. Donc, à voir si c'est quelque chose qui est investissable par les fonds. Après, on parle de ces sujets-là. Après, je pense que quand même tous les secteurs traditionnels de l'infra sont exposés à ces grands thèmes, c'est-à-dire que la décarbonisation, la transition énergétique, les digitalisations. Donc même dans les services aux collectivités, les gestions des déchets. Oui, même dans les verticales plus classiques, elles sont de toute façon traversées par ces méga tendances et elles doivent s'adapter. Et du coup, il y a des investissements et des transformations qui seront nécessaires. Exactement. Et donc ça pousse aussi ce genre d'investissement. Après, peut-être dans les
ce qu'on peut envisager aussi comme des tendances qu'on voit déjà, hein, je vais mentionner peut-être de plus. On a des services aux services d'infrastructure. Donc, on peut envisager que voilà, il y aura plus d'investissements dans les entreprises qui fournissent des services aux actifs infrastructures, dans les maintenances des data centers, des réseaux fibres, des gestions des déchets, le transport. On voit déjà des petites tendances dans les logistiques spécialisées, par exemple. Et enfin, je mentionnerai que voilà, dans ces les sujets de grosses dépenses CAPEX, on peut envisager que voilà, les fonds dans les industries lourdes comme de la chimie, l'agricole et aussi la pharmaceutique, que les fonds peuvent par exemple reprendre ou faire construire des actifs comme des tuyaux, des actifs de stockage, les actifs de gestion de déchets, des recyclage, pour donner, en fait, libérer du capital pour les entreprises, pour mettre sur les innovations, sur la croissance, et donner en fait les flux prévisibles via des contrats avec les fonds. Bonjour à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors comme je le disais, là on va parler levée de fonds et on va balayer plus large sur cette classe d'actifs infrastructure. On va essayer de rentrer dans les coulisses des dynamiques de levée de fonds. Quels sont les segments qui sont aujourd'hui les plus porteurs, quelles sont les équipes qui réussissent plus facilement, ou en tout cas qui ont plus d'atouts pour réussir cet exercice des levées de fonds. Où est-ce qu'est vraiment l'appétit des souscripteurs? Quelles sont l'origine des capitaux qui se dirigent vers nos fonds d'infrastructure européens? Et puis, comment est-ce qu'on gère l'environnement de liquidité contraint et ce déficit de retour cash pour les investisseurs? Alors, on va aujourd'hui, là aussi, comme dans la première table ronde, croiser le regard de deux sociétés de gestion avec vous, Marion Calcine. Vous êtes Chief Investment Officer Infrastructure, membre du directoire d'Ardian France et Senior Managing Director chez Ardian. Et à vos côtés, Céline Lauvergeat, vous êtes directrice adjointe du Fonds d'infrastructure de transition énergétique chez Mirova. Et on s'appuiera sur les témoignages et l'expertise de Victor de Brondeau. Vous êtes Managing Director chez Campbell Lutyens. Ne commencez pas à me faire rire, Victor, vous n'auriez pas dû vous asseoir en face de moi. Et à mes côtés, Édouard Chapelier, vous êtes associé fonds d'investissement et droit fiscal au sein de Linklaters. Tiens, Victor, je vous propose que nous commencions peut-être par poser un petit peu le cadre de notre discussion avec peut-être pas quelques chiffres clés, peut-être si vous en avez, mais des grandes tendances, un panorama un peu des levées de fonds en infrastructure. On a vu une année 2024 assez positive. C'est quoi aujourd'hui les grandes tendances qui se dessinent? Vous faites un peu la moue. Ça s'est mieux passé que pour le private equity. Alors, il faut commencer en étant un peu optimiste. Ça va de mieux en mieux. Voilà, 2024, c'était mieux. On revenait de très loin. Donc, c'était nettement mieux, mais on revenait de loin. 2025 s'annonce encore mieux. On y reviendra. Certains arbres cachent pas mal la forêt. Il y a de très grands fonds qui ont mis très longtemps à se lever, qui ont annoncé des closings récemment, qui ont une forme de distorsion dans les chiffres. On est à un peu plus de 50 milliards aujourd'hui closés cette année. Ça fait beaucoup pour un grand premier trimestre, on est presque à la fin du deuxième. Ça fait beaucoup, c'est nettement plus de la moitié que l'ensemble de ce qui a été levé l'année dernière. C'est positif, mais il y a un vrai décalage dans le temps d'un certain nombre de fonds qui viennent d'arriver. D'autre part, l'extrapolation sur des premiers trimestres est toujours un peu difficile parce que les premiers trimestres sont les trimestres les plus actifs de toutes les levées. Donc on ne peut pas tout extrapoler sur un premier trimestre, mais c'est beaucoup mieux. En revanche, les problèmes dont on va parler après sont toujours là. La liquidité va être un vrai challenge, même si là aussi l'activité remonte très très fort. On reviendra sur les différentes techniques de liquidité, ça aide les investisseurs. En revanche, les investisseurs sont toujours contraints, surtout chez nous, en Europe. Il y a beaucoup d'activités chez les fonds européens qui font de très belles choses. Les investisseurs sont très contraints en Europe. Ça, c'est difficile. En revanche, la géopolitique, on y reviendra aussi, pourrait bien nous aider
et ce serait probablement une bonne nouvelle pour la classe d'actifs. Peut-être deux petits compléments sur ce que vous venez de dire. Environnement de liquidité contraint, toujours et encore. Donc, gros appétit pour le lay primary. Ça, c'est toujours vrai. C'est toujours vrai, c'est un peu difficile pour les gérants. Il y a un petit phénomène d'œuf ou la poule. Pour avoir des late primary, pour avoir des portefeuilles existants au moment de la souscription, il faut bien qu'il y ait eu des premières souscriptions. D'un autre côté, les investisseurs ont un petit peu moins de capital à allouer, veulent prendre moins de risques et sont contents d'investir dans des portefeuilles qui sont déjà visibles. Idéalement, même mark-up, c'est encore mieux pour eux quand il y a déjà une revalorisation. Oui, de plus en plus. Difficile à gérer pour les fonds, d'où l'importance de très bien traiter ces investisseurs cœur et d'avoir des incentives favorables sur les débuts de levée de fonds pour vraiment les faire venir au début. Même si on ne peut pas extrapoler, j'ai bien compris qu'il faudrait que je sois prudente, si on ne peut pas extrapoler sur ces premiers trimestres, en termes d'allongement de la durée des levées de fonds, est-ce que ça s'améliore quand même un petit peu, ou on reste quand même évidemment bien au-delà des moyennes historiques? Ça s'améliore, alors ça dépend de quel type de fonds, de quelle taille de fonds. On est toujours largement au-dessus de 20 mois selon les fonds. Alors ça dépend quand est-ce qu'on prend les dates de départ et les dates de fin, parce que quand même un aspect de communication autour de ça, donc c'est toujours pas très évident à calculer. Mais non, ça s'améliore. Peut-être un petit bémol positif à ce que je venais de dire sur les late primary. La bonne nouvelle, c'est qu'on voit de plus en plus de fonds qui, lors de leur dernier closing, sont obligés de réduire l'allocation des LP qui ont demandé une allocation dans le dernier closing parce que le hard cap est touché. Très bon signal de rappel aux LP qu'on ne peut pas toujours avoir le beurre et l'argent du beurre. On ne peut pas arriver à la fin et avoir 100% de son allocation demandée et avoir fait 3 mois de due diligence pour avoir un montant théorique de 100 millions et se faire dire par le GP à la fin que désolé, tu as attendu trop longtemps et tu n'auras que 30. Pour certains investisseurs, c'est délicat, donc c'est un bon signal de rappel, ça raccourcit les fundraising chez certains fonds. Et qu'il faut se mettre sur la ligne de départ dès le début pour être satisfait. Je me tourne vers vous, Marion Calcine. Ardian est en cours de levée de sa 6e génération de fonds flagship. Je sais qu'il y a un certain nombre d'éléments que vous ne pourrez pas communiquer dans la mesure où c'est un processus en cours. Cette 6e génération vient prendre le relais d'un millésime précédent qui était autour de 6 milliards, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que vous pouvez partager librement, si je puis dire, avec nous? Quel constat vous pouvez dresser à date sur cette levée? Je peux partager des éléments que j'observe aussi sur le marché, sur d'autres activités, chez d'autres gérants et dans d'autres fonds d'Ardian. Je suis d'accord avec ce qui a été dit sur le fait que les levées sont plus longues. C'est-à-dire que il y a 5 ans, on levait en 6 mois. Aujourd'hui, on lève plutôt en 2 ans, globalement. Les produits flagship restent des produits pour lesquels la plupart des gérants arrivent à leur cible. Donc là-dessus, je pense que c'est assez différent des produits plus spécialisés en secteur, des produits un peu plus niches, nouveaux secteurs, équipes sans track record, nouvellement constituées, etc. Globalement, je pense que l'Europe, lever pour un fonds infrastructure européen aujourd'hui, c'est quand même extrêmement attractif. L'Europe se retrouve au centre du jeu, et pas seulement pour des raisons de la nouvelle donne géopolitique, pour des raisons un peu plus fondamentales qui ont été commentées dans la précédente table ronde, les nécessités d'investissement en transition énergétique, en digitalisation, quand même le fait que les réglementations soient stables en Europe, ce qui n'est pas le cas partout. Une réserve d'épargne qui est très forte, on parle de 15% pour l'épargne des ménages en Europe versus 4% aux États-Unis, je pense qu'on y reviendra. Et donc ça fait quand même, ça rend le continent extrêmement attractif pour les investisseurs en termes d'investissement en infrastructure. Et de fait, les bases d'investisseurs qu'on observe, elles sont, et c'est pas seulement lié aux derniers événements géopolitiques, elles sont quand même très 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 diversifiées, et on a notamment énormément d'investisseurs aux États-Unis, donc qui sont attirés par la diversification de portefeuille, par le fait que quand même, toute chose égale par ailleurs, la valorisation des sociétés en Europe est plus faible qu'aux États-Unis, par le fait que, alors c'est moins vrai aujourd'hui parce que l'euro est remonté, mais l'euro
a été à des niveaux historiquement bas. Et donc, c'est un peu une opportunité historique pour les investisseurs américains d'investir dans des fonds et dans des sociétés en Europe, avec des perspectives de réappréciation d'euros à moyen et long terme. Donc, et un deal flow qui est très, très, très différent également. En Europe, en infrastructure, on peut investir dans des vrais actifs de transport, des aéroports, des autoroutes, des concessions de long terme avec des contrats de long terme, ce qui est beaucoup moins le cas aux États-Unis, où le marché est un marché qui est quasi exclusivement énergie. Donc le deal flow fondamentalement est très différent et ça enrichit l'offre en Europe. Il n'en reste pas moins, et j'en reviens au premier point que vous évoquiez, les fundraisings sont plus longs et je dirais caractérisés par... c'est une vague, c'est-à-dire qu'effectivement il y a des incentives au premier closing qui font que on fait des gros... Enfin les gérants sur le marché font des gros premiers closings en général. Après il y a toute une phase où les LP arrêtent d'investir. En Europe, c'est particulièrement vrai parce qu'ils ont été quand même particulièrement touchés par ce qu'on appelle l'effet dominateur. Et après, vous avez un rush à la fin. L'externalité positive des fundraising très longs, c'est justement le fait que les portefeuilles sont constitués une fois que le fundraising se termine. Et donc, du coup, la visibilité sur les investissements est extrêmement forte. Voilà. Merci beaucoup Marion. Céline, est-ce que vous partagez finalement un certain nombre de constats qui ont été dressés par Victor et par Marion, notamment à l'aune aussi d'un exercice de fundraising auquel vous vous livrez. Je crois que vous aussi, c'est votre 6e fonds de transition énergétique chez Mirova. Quelle est la température? Qu'est-ce que vous retenez? Ce serait quoi votre baromètre sur cette levée? Alors, effectivement, on est en plein dedans. On a plutôt une bonne réussite. Je pense qu'on coche les cases que vous disiez. On est en 6e millésime. Les LPs nous connaissent bien. On est extrêmement centré sur une stratégie très lisible. On est article 9. On coche pas mal de cases de spécificité, de niche presque. Et on a beaucoup de repeat. Donc 82% des fonds levés à date sont des investisseurs qui nous ont déjà fait confiance sur les fonds précédents. C'est vrai que certains ont un peu réduit leurs tickets, d'autres les ont augmentés. Donc, je dirais qu'en gros, c'est à peu près pareil. Et on a pas mal d'investisseurs asiatiques, des Coréens, des Japonais, qui sont sensibles à notre stratégie Europe pour des raisons de diversification, effectivement. Qui étaient des existants aussi. Oui. Alors, pas que, mais effectivement, les Coréens, ça tombe bien parce que les Coréens font des due deals d'environ 18 mois. Donc, comme ça, une fois qu'on a bien travaillé, on en récolte quand même les fruits pendant un certain nombre de vintage. C'est de l'investissement au sens strict du terme. Donc, cette levée actuellement, c'est vrai, elle est plus longue, on ne va pas dire le contraire. Le fonds 5, on l'avait levé en 18 mois. Et il faisait combien ? 1,6 milliard. On avait même relevé le cap. Donc on avait un hard cap à 1,3 et on l'a remonté à 1,6. Donc c'est exactement ce que vous évoquiez tout à l'heure. Et on a quand même refusé du monde. Et le fait d'avoir refusé du monde, d'ailleurs, a fait que comme on a investi également très vite, ceux qui n'avaient pas eu la porte ouverte sur le fonds 5 se sont un peu précipités sur le fonds 6, et pourtant on était en 2023, ce qui nous a permis de faire un early bird avec des investisseurs néerlandais d'ailleurs. Et donc d'avoir ce crantage et de pouvoir aller chercher nos autres LPs, même si c'est vrai que l'année 2024 était quand même un peu plus décevante que la levée 2022. Bon, on a quand même un fonds qui va faire son second closing aux environs d'1,2 milliard. Et on a en même temps investi, ce que vous disiez également va avoir un impact sur la fin de la levée, puisqu'on a un portefeuille quasiment pour les 3/4 de ce qu'on a déjà levé, plus du pipe. Donc effectivement, on fait la démonstration que notre stratégie, elle est mise en œuvre dans le portefeuille. Et puis, on va passer certainement en valo pour la 31-12. Donc, il y aura effectivement cet effet de révalorisation. Donc, on devrait, je l'espère, terminer notre levée avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année. Et ce que disait Marion Calcine sur la logique de diversification, comment est-ce que vous l'approchez, vous, sous ce grand vocable de la transition énergétique ? C'est quoi la réalité de la diversification, je ne sais pas, technologique,
technologique, géographique, sectoriel que vous apportez? Les deux, enfin les trois du coup. Quoique sectoriel et technologique, ça se recoupe. Ça peut recouper. On a effectivement aussi cette stratégie d'avoir expand, c'est-à-dire qu'on part sur nos bases. On était au départ une équipe de gestion très dédiée énergie renouvelable. Jusqu'au 4e millésime, on faisait que ça, que des actifs de production très infra, donc dans leur modèle de rémunération et de risque. Et puis progressivement, avec le marché, on s'est adapté, on a commencé à ouvrir notre stratégie sur non pas uniquement la production d'énergie renouvelable, mais l'électrification des usages. Donc, c'est porté évidemment par la stratégie net zéro qui est notre ADN. Et on a ensuite élargi à non pas seulement les projets en eux-mêmes, mais ce qu'on appelle les plateformes, les développeurs, les IPP, on donne les noms qu'on veut, pour remonter dans la chaîne de valeur des projets. Le tout en conservant bien sûr la partie active qui elle est plus yieldante, et comme ça on pouvait faire du value add. Il y a énormément de sémantique avec lequel il faut évoluer, pas toujours partagé d'ailleurs par tout le monde. Et géographiquement, pareil, on a progressivement investi des zones de l'Europe. On était très centré France, ça c'était l'histoire de nos premiers fonds. Ensuite, on a commencé à s'ouvrir dans l'Europe du Nord, puis en Espagne, au Portugal, la Pologne. On était un des tout premiers investisseurs en énergie renouvelable en Pologne dès 2019. Et puis, on a même ouvert la stratégie au-delà de l'Europe, à d'autres pays OCDE, notamment l'Australie, puisqu'on est investisseur dans TAG Energy, avec le plus gros parc éolien 1 giga 2 actuellement en construction en Australie. Donc cette diversification répond tant sectoriellement que technologiquement, que en termes de maturité des projets dans lesquels on investit, et géographiquement, parce que c'est des réglementations qui sont extrêmement diverses d'un pays à l'autre. Donc on est moins, je dirais, soumis à des problématiques politiques et réglementaires. C'est ça aussi qui attire nos investisseurs. Alors je me tourne vers vous, Édouard, pour essayer de comprendre quelles sont les conséquences, on va dire, ou la traduction de tout ce qu'on vient de dire sur le ralentissement de la prise de décision des LPs, ou en tout cas ce mouvement de vague dont a parlé Marion, ce déficit de retour de cash qui contraint l'environnement. Grosso modo, là, tout ce qu'on dit, c'est un allongement de la durée de levée de fonds. C'est quoi les conséquences de votre fenêtre? Comment est-ce qu'on va traiter tout ça? Alors, sur l'angle plus juridique, traduction juridique, ça a évidemment des implications sur les termes du fonds, en termes d'allongement de période de souscription, de multiplication de classes d'actions avec des early birds divers et variés en fonction de la taille du ticket, de la date, etc. Ça a des conséquences aussi en termes de pression ou pas sur la prime qu'on peut mettre sur ceux qui arrivent un peu plus tard, parce que plus la durée de vie est longue, plus la durée de période de souscription est longue, ben plus le gap l'écart sera important entre le prix d'entrée nominal et la valeur potentielle. Donc tout ça, c'est sur les termes, mais ça a aussi des conséquences sur, j'allais dire, des stratégies d'évitement de la part des GP, en tout cas d'essayer d'aller chercher d'autres manières de faire pour faire face à cette demande. Et il y en a deux qui me viennent à l'esprit. L'une, c'est aller chercher d'autres clients, et notamment ces temps-ci, il y a l'appel d'investisseurs retail, enfin d'aller chercher un marché qui est moins autour des classiques compagnies d'assurance et fonds de pension divers et variés, mais de descendre dans la gamme en allant chercher le retail, aidé en ça par la réglementation. Descendre dans la gamme, chercher une typologie d'investisseurs. Dans la gamme en termes de... pas d'un site. Non, dans la gamme en termes de montant d'investissement. Et donc d'aller chercher des plus petits investisseurs, et donc aider en cela par la réglementation et l'évolution de la réglementation, avec notamment la création d'un passeport européen avec la réglementation LTIF 2, qui est aujourd'hui un sujet qu'on voit assez fréquemment, en réalité quasiment évoqué dans beaucoup de levées de fonds qu'on peut mener autour de fonds infra ou autres stratégies, mais infrastructure ici. Donc il y avait cet appel-là, alors avec évidemment la question de savoir comment est-ce qu'on gère des investisseurs beaucoup plus petits,
toutes les sociétés de gestion ne sont pas équipées pour ça, et donc avec aussi un développement d'intermédiation possible autour de certains acteurs qui se sont fait un métier là-dedans, ou de compagnies d'assurance vie, ou de banques privées. Et de fenêtres de liquidité qu'il va falloir ouvrir. Alors derrière, et ça sur l'infra, ça pose effectivement, compte tenu de la durée de vie plus longue des produits que si on regarde un fonds de buy-out ou de venture capital, ça va poser encore plus la question de la liquidité, parce qu'on est sur des questions où on va vouloir éventuellement revenir permettre aux investisseurs de récupérer leurs billes à un moment ou à un autre. D'autant plus que pour éviter d'avoir des fonds retail qui se lèvent, d'avoir des fonds retail qui se lèvent trop fréquemment, on regarde ça en conjonction avec des stratégies evergreen, donc avec des volontés de lever de l'argent pour des fonds qui n'ont pas de durée de vie finie, et donc de sortir du cycle de 10-12 ans plus classique d'un fonds qui est traditionnel. Donc ça, c'est une première... Ça, c'est d'autres types d'investisseurs qu'on va chercher. On complète, on va dire, notre catégorie institutionnelle. Qu'est-ce qu'on pourrait voir Quelles sont les autres tentatives? L'autre point, c'est vis-à-vis des investisseurs institutionnels, compte tenu un peu de la dynamique un peu différente en termes de levée de fonds, c'est d'aller se conformer le plus possible aux attentes des investisseurs institutionnels. Donc on voit aussi la multiplication de ce que dans notre jargon on appellerait des SMA, ou des special managed accounts, donc des véhicules dédiés à tel gros investisseur qui va mettre un ticket plus significatif, mais qui du coup va avoir sa stratégie à lui, sa politique un peu différente, mais qui correspond mieux à ses attentes, ses termes et conditions également spécifiques. Et donc il faut maintenant gérer ça en parallèle du flagship, qui est le vaisseau amiral, comme son nom le dit littéralement, mais qui va développer à côté de ça des poches dédiées à des investisseurs qui vont avoir leurs propres attentes, et donc avoir à gérer ainsi différents véhicules parallèles, et comment ensuite allouer ça en termes de politique d'investissement. Gestion aussi des conflits d'intérêts, des overlaps. Comment est-ce qu'on gère la poche ou le petit vaisseau auxiliaire versus le vaisseau amiral? Ça, je dirais qu'à chaque fois, on remet le travail sur le métier. Oui, alors ça va effectivement, comme ces poches sont toutes tailor-made, enfin faites sur mesure pour les investisseurs, et il va falloir à chaque fois pouvoir voir comment ça se recoupe avec la stratégie générale, et avec une tension qui naît chez les investisseurs du fonds principal, qui vont vouloir dire que le deal flow ne doit pas partir trop vers les véhicules parallèles. Et donc là, avec des règles d'allocation qui peuvent varier d'un fonds à l'autre, ou d'une typologie de GP à l'autre. Ce sera donc le mot de la fin. Je vous remercie infiniment tous les quatre d'avoir partagé votre vision de manière très transparente et très claire. Nous clôturons maintenant cette édition. Merci beaucoup à vous de votre attention, et à la rentrée pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup à tous.